que je me souviens comment je partage en mode présentation le PowerPoint. Hum, hum, hum. Tout petit instant. Ça, mais là, je ne vois plus. Bon. Bon, je sais pas. Voilà. Est-ce que c'est bon, vous voyez le mode, le diapositif? Oui. 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 Très bien. Donc, j'introduis très rapidement avant de passer la parole à Héloïse et Jean-Louis. Donc, le but de ce webinaire, c'est de revenir un petit peu sur les travaux qui ont eu lieu au cours de l'année 2024 et 2025 au sujet de la RSE et l'éthique dans le référentiel du don en confiance. C'est pour les personnes qui ont rejoint le don en confiance il y a moins longtemps, d'avoir un petit peu le cadre de pourquoi ces travaux, de la méthodologie et des discussions qu'on a pu avoir tout au long de ces travaux et comment ça s'est traduit dans les amendements qui ont été adoptés à la fin de ce chantier. Du coup, voilà, Héloïse qui a été pilote du chantier vous donnera un petit peu le contexte, et puis Jean-Louis qui est notre expert bénévole, qui a été responsable de cercle, contrôleur et qui fait partie de la cellule juridique, répondra aussi un peu plus sur le pratico-pratique. Donc pour rappel, je ne sais pas si tout le monde était connecté, mais pour les personnes qui regarderont en replay, le webinaire est aussi proposé aux organisations pour qu'elles puissent aussi avoir un niveau d'information, mais du coup, ce sera une semaine plus tard pour qu'on se laisse un petit sas avant. Donc dans un premier temps, bienvenue aux nouveaux bénévoles. Excuse-moi de Oui. t'interrompre, Anne-Lise. Est-ce que tu es sûre que tu as lancé l'enregistrement? Euh, Oui, oui. ouais. Moi, je le vois. Ok, pardon C'est alors. affiché. Oui, enregistrement en Pardon. cours, c'est tout bon. Pardon. Pas de souci. Hop. L'idée, oui, c'était de bienvenue aux nouveaux bénévoles, puisque, comme je disais, on a aussi des personnes qui nous ont rejoints depuis que le chantier a été lancé, puisque c'est un projet qui commence à avoir un petit peu de date. Donc bienvenue, et c'est aussi l'occasion pour vous de vous remettre aussi un petit peu d'équerre, puisqu'on en parle beaucoup depuis longtemps de ce chantier. Et du coup, là, je vais passer la parole à, je sais plus si c'est Jean-Louis ou Héloïse. Je suis désolée, du coup, je ne vois que l'écran de la diapo, donc je ne vois pas s'il y a une réaction On dans ne le voit plus chat. la diapo. C'est ça, Annie, c'est juste que je pense, oui, du coup, il y a eu Il n'y a plus de partage d'écran. le Ah, là, vous partage avez plus d'écran du qui a tout? été désactivé. Ok, d'accord, super, ça va être très pratique. Bon, Là, en vous tout cas, l'avez? pour introduire, effectivement, bonjour à toutes et à tous. J'ai la voix un petit peu enrouée, donc j'espère que vous m'entendrez quand même dans de bonnes conditions. Je représente donc la Fondation des Petits Frères des Pauvres en tant que responsable engagement. Et j'ai travaillé précédemment en tant que consultante sur la RSE. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai pu, avec joie, copiloter ce chantier. Et pour introduire, c'est vrai que ces termes, en fait, RSE, etc., c'est quand même souvent, on va dire, polysémique. Donc, le don en confiance et toute l'équipe du chantier, en fait, a vraiment choisi de mettre des définitions pour déjà mettre à jour le glossaire. Et donc, on voulait juste remettre aussi en introduction avec Jean-Louis que RSE, dans le cadre de ce chantier, signifie responsabilité sociétale et environnementale, et non responsabilité sociétale des entreprises, qui est le terme plus générique et plus utilisé. Mais voilà, dans le cadre de ce chantier, c'est comme ça que ça a été lancé aussi à l'époque. Et donc, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le côté sociétal et environnemental. Souvent aussi, dans nous, le secteur de l'intérêt général, on entend plutôt le terme RSO, donc RSO qui veut dire responsabilité sociale ou sociétale des organisations. On a repris cette définition aussi, en fait, pour rappeler justement qu'évidemment, il y a des termes qui existent un peu différemment selon aussi les habitudes, en fait, que les organisations ont pu prendre à ce sujet. Et en fait, il y a un rapport du CESE qui avait été fait à l'époque en 2019 sur justement la RSO,
Et c'est pour ça qu'on a repris en fait cette définition qui explique que c'est vraiment comment une entité gère, donc quelle que soit d'ailleurs du coup la nature de l'organisation. Ça peut être une association, ça peut être une fondation, ça peut être effectivement même d'autres organisations à but lucratif. La RSE, ça englobe finalement le plus possible les organisations. Comment elles gèrent en fait ces impacts économiques, sociétaux, parce que ça c'est pareil, parfois en fait il y a une petite confusion, mais c'est deux choses différentes, et évidemment les impacts environnementaux, notamment en matière de gouvernance. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'accent par rapport du coup au don en confiance, puisque la gouvernance est un des piliers de la RSE, RSO. Et ensuite, il y avait deux autres petites définitions rapidement, parce qu'en fait, le chantier s'appelle RSE et éthique. Du coup, est-ce que tu pourrais, oui, mettre là? Ça passe pas? Non, Moi, pour l'instant, ça bouge pas. Ok, alors je pense qu'il y a un petit truc, à chaque fois je vais devoir... C'est bon. Bon. Là, c'est bon, ok. ça marche. Et oui, je pense que le PowerPoint sera transmis ensuite peut-être aux participants ou mis sur un intranet, parce que j'ai vu un petit commentaire, j'ai vu que le début. Donc éthique, ça c'est pareil, c'est un grand débat. Il y avait même eu une personne qui avait, lors du lancement en fait, de ce chantier, une personne justement en lien avec ces sujets-là qui avait pu faire tout un échange. Là, pour le coup, le chantier est resté sur le fait que ce soit vraiment des principes et des valeurs, certes d'ordre moral, mais surtout dans lequel l'organisation se reconnaît et inscrit son action. Donc, pour montrer que c'était quand même quelque chose d'assez, on va dire, concret, parce que c'est lié à des actions. Et enfin, un terme qu'on utilise souvent dans la RSE, qui est, enfin, en général, mais voilà, c'est souvent des mots-clés qu'on en retrouve, les parties prenantes. Et c'est là, en fait, où on voit à quel point la RSE est systémique, puisqu'en fait, c'est à quel point on prend en compte toutes les personnes, voilà, comme on dit, les entités et les personnes dans l'organisation. Donc, certes, les bénéficiaires, les publics, en fait, des organisations, mais aussi les donateurs, ou le lien avec le don en confiance, les salariés et les bénévoles. Donc, c'est là où on voit qu'on prend aussi en considération le fonctionnement de l'organisation. Ça va jusqu'aux fournisseurs aussi et prestataires, d'où le lien aussi parfois avec les achats responsables. Et enfin, tous les partenaires, les acteurs publics et privés. Bon, on n'a pas voulu mettre une liste trop exhaustive, hein, mais vous avez compris le principe, c'est qu'en fait, on peut voilà, ouvrir le champ des parties prenantes de manière très large quand on parle de RSE. Donc après, l'autre petite slide, oui, du coup, Je suis obligée de changer la manip. Ouais, ouais. c'est ça. C'est qu'en fait, on rappelait pourquoi ce chantier a été lancé. En fait, ça a été déjà, du coup, dans l'observatoire, justement, de la confiance, du don en confiance en 2022, du coup, quelque chose qui avait été remonté, comme quoi les donateurs réguliers attendent de la part des organisations d'intérêt général des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, et que c'était des critères, justement, pour qu'ils accordent leur confiance. Et on voit qu'effectivement, c'est des choses qui sont toujours en cours, puisque du coup, dans le baromètre de 2024-2025, bref, je dévoile peut-être un petit peu, mais en tout cas, voilà, ils sont près de la moitié à dire qu'ils pourraient être en confiance si l'organisation s'engage sur des critères RSE. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose effectivement qui se généralisera peut-être aussi par la suite, puisqu'effectivement aujourd'hui, puisque les organisations à but lucratif ont ce genre d'obligations parfois, peut-être qu'il y a des habitudes qui ont été prises aussi pour les donateurs d'attendre ça aussi des organisations d'intérêt général. Et l'intention de ce chantier, ça a toujours été aussi de mettre en valeur ce que les associations font déjà, parce que vraiment, pour le coup, nous, on a toujours vu, et c'est là aussi qu'avec le chantier, avec les organisations volontaires, il y a déjà plein de choses qui ont été mises en place. Donc, comment on révèle, en fait, et comment on met en valeur tout ça. Et aussi, bien sûr, les accompagner dans une démarche d'amélioration, là où on n'aurait peut-être pas identifié qu'il y a des choses, justement, à faire évoluer. Ça, c'est des petits chiffres qui avaient été, justement, identifiés par la Maïf, qui montraient comme quoi que, voilà, les associations sont conscients que, justement, la RSO est un sujet pour eux, mais ils sont aussi conscients qu'en fait, ils peuvent être un petit peu loin. Enfin, en tout cas, quand on voit cette note de 9,65 sur 20 de maturité, qui se sont auto-attribués à l'époque, en tout cas, sur les grands thèmes de la RSE, et qu'ils ont donc besoin d'être accompagnés. Et c'est là où, en tant que contrôleur, vous pourrez tout à fait aussi les accompagner en leur montrant ce qui est super à valoriser, puisqu'il y a peut-être besoin d'être, qui peut évoluer dans le temps et étape par étape. On en reviendra. Et là, c'est au tour de Jean-Louis. Merci. Je prends donc le relais. Donc, vous venez de voir que, effectivement, d'une part, certaines associations s'étaient appropriées cette question-là. D'autre part,
qu'il y a une attente côté donateur, que les organisations vers lesquelles ils font des dons se doivent aux yeux des donateurs d'investir le sujet RSE éthique. Alors si on essaye de replacer le sujet dans sa genèse, on va s'apercevoir que finalement des préoccupations qui sont aujourd'hui rattachées à la RSE notamment remontent au début des années 50 aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'aux États-Unis, au début des années 50, on commence à se dire nous avons un système économique qui est tel qu'il est. Est-ce que finalement, je fais très simple, hein, est-ce que finalement cette activité, on va dire très productiviste, ne va pas se heurter à un mur dans quelque temps, à savoir nous n'aurons plus les ressources pour assurer le bien-être de l'humanité. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit émerger, on va dire, des premières interrogations. Et puis, le relais a été pris une dizaine d'années plus tard avec le Club de Rome, qui a mis en avant 2 points importants pour plaider pour une croissance zéro, qui était l'évolution de la population d'un côté, l'évolution des ressources carbonées, c'est-à-dire du pétrole, d'autre part. En disant tout ça, si la population continue de croître, si les ressources pétrolières continuent de diminuer, où va-t-on? D'où les préconisations de croissance zéro en 1968, par exemple. Donc, nous sommes face à un sujet dont l'humanité, si j'ose dire, a pris conscience il y a quand même bon nombre de décennies. Alors comment tout cela a-t-il été pris en compte par les structures, à la fois au niveau de l'ONU, au niveau européen, au niveau français? Il y a eu au fil du temps un nombre d'initiatives. Bon, on ne va pas les citer toutes, mais la loi s'est emparée d'un certain nombre de sujets. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai parlé surtout des sujets économiques et environnementaux, mais il y a également, j'allais dire, les relations humaines. Le sujet très simple, égalité homme-femme, dans les années 50 et aujourd'hui, n'est plus abordé de la même façon. Bon, voilà, je veux dire. Les relations du travail, notamment la prévention des accidents, des maladies professionnelles, etc., ce n'est pas appréhendé aujourd'hui comme ça l'était il y a 75 ans, et ainsi de suite. Donc, les législateurs dans les différents pays se sont emparés d'un certain nombre de sujets qui se rattachent à la RSE et à l'éthique. Plus près de nous, la loi Pacte a, j'ose pas dire gravé dans le marbre, mais a écrit la nécessité de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Et puis, à côté de cela, c'est-à-dire du droit dû, en quelque sorte, de la loi, d'autres initiatives se sont développées. Elles ont pris la forme de lignes directrices, par exemple, c'est ce qu'on peut évoquer avec la norme dite ISO 26000, qui est une norme qui date de l'année 2010, qui est une norme internationale. C'est un document très complet sur comment faire pour gérer. C'est pas une norme obligatoire, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des lignes directrices. C'est une sorte de guide de bonne conduite si on veut mettre en œuvre une démarche RSE dans une entreprise, dans une structure, quelle qu'elle soit. Pour
pour compléter à la fois les dispositions de droit dur, la loi, les dispositions de droit souple, les lignes directrices et autres guides de bonne pratique, on a incité à la communication, c'est-à-dire à des obligations déclaratives. L'exemple le plus récent, c'est le rapport de développement durable que doivent fournir, on va dire, les grandes entreprises. C'est d'actualité. Enfin, un peu pour mémoire, tout le monde s'est emparé de ce sujet-là. L'ONU, avec, en définissant 17 objectifs de développement durable, l'OCDE avec des principes directeurs et des principes de gouvernement d'entreprise, et puis l'Union européenne avec un certain nombre de recommandations et un certain nombre de directives, dont certaines sont encore en gestation aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu cet environnement, une évolution qui s'est faite déjà depuis plusieurs décennies, et puis une prise en charge par de multiples structures diverses et variées de ce sujet-là pour, en gros, faire progresser tout le monde à la fois vers le développement durable, mais aussi vers le respect des droits de l'homme, ou une amélioration du respect des droits de l'homme au sens le plus large qui soit, hein, ce qui englobe les aspects égalité homme-femme, et les aspects non-discrimination, les aspects non-harcèlement, non-maltraitance, etc. Voilà, on peut changer de page. Donc, compte tenu de tout cet environnement-là, au sein du don confiance, on s'est posé la question. On s'est posé la question en disant, mais est-ce que avec un référentiel qui repose sur un certain nombre de principes de transparence, de respect du donateur, etc., est-ce qu'on ne devrait pas intégrer dans cette démarche de qualité, en quelque sorte, la prise en compte de tout ce qui touche à la RSE et à l'éthique? Alors, il y a eu un certain nombre d'échanges, un certain nombre de réflexions internes, etc., pour aboutir à une décision de la gouvernance du don confiance à l'occasion du plan stratégique qui a été adopté en 2021, je crois, et qui a été de dire oui, nous allons nous emparer de ce sujet et nous allons faire en sorte que nous puissions prendre en compte dans notre référentiel cet aspect de RSE et d'éthique. On peut tourner la page. Alors, concrètement, comment le travail s'est opéré? D'abord, la cellule de veille juridique a fait un travail préparatoire, c'est-à-dire une sorte d'état des lieux. Où en est-on aujourd'hui en France notamment? Comment cela est-il déjà mis en pratique dans des entreprises, dans des associations? En bref, on a essayé de faire une photo de l'instant et de voir qu'est-ce qui était transposable, éventuellement, praticable, dans notre référentiel. Donc voilà, nous avions à l'époque, en 2022, constitué tout un dossier qui apportait cet éclairage-là sur la mise en œuvre d'une démarche RSE éthique. Et puis, puisqu'il fallait à la fois sensibiliser les organisations, c'est clair, certaines pouvaient s'interroger sur la pertinence d'intégrer ces aspects-là dans la démarche
du référentiel don en confiance, nous avons fait un travail préparatoire sous la forme d'un forum au cours duquel, justement, nous avons restitué ce que nous avions constaté de ce qu'était l'environnement RSE éthique aujourd'hui en France, d'une part, et puis au cours duquel certaines organisations ont présenté quelques initiatives qu'elles ont prises elles-mêmes spontanément pour aller dans le sens de certains aspects de la démarche RSE éthique. Soit par exemple en faveur de l'égalité homme-femme, soit dans d'autres domaines, par exemple la protection de l'environnement, quelles initiatives elles pouvaient avoir prises dans ces domaines-là. Tout ça allant dans le sens d'une meilleure prise en compte de la démarche RSE éthique. Donc c'est ce forum-là qui a été une marche supplémentaire vers le chantier dont nous essayons de vous restituer aujourd'hui le contenu. On peut changer la page. Alors, c'est toi, Héloïse, qui nous parle qu'importe, mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'était qu'on a essayé de faire des groupes de travail assez dynamiques et participatifs, et qu'il y avait quand même souvent des formes d'ateliers. Et du coup, on a fait quand même un bout de chemin, parce qu'à chaque fois, on se réunissait tous les 2 mois, entre février et juin dernier. Février 2024, c'est le début du coup du lancement suite au forum, comme disait effectivement Jean-Louis. Et là, on a quand même clôturé en juin 2025 avec l'intention, justement, on vous dira, des livrables de ce chantier. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir sur la petite photo, voilà, on a essayé aussi de faire en sorte que ce soit côté contrôleur ou que ce soit côté organisation, chacun puisse vraiment apporter ses idées, son retour d'expérience, parce que certaines personnes étaient déjà, on va dire, un peu référents RSE dans leur organisation. Certains, c'était des représentants plutôt sur la direction générale, donc il y avait aussi l'intention de pouvoir se projeter dans les, on va dire, dans l'aspect stratégique et opérationnel de la suite de ce chantier. Et puis voilà, on va pouvoir aussi derrière vous donner l'aboutissement de ce chemin. Donc à nouveau, voilà. Jean-Louis, je te laisse expliquer. Merci. Merci. Donc, une question fondamentale avec le préalable, c'est-à-dire toute la démarche a été guidée par le souhait qu'avait le don en confiance de dire nous intégrons dans notre référentiel tout ce qui concerne une démarche RSE éthique. Après, question pratique, comment on le fait? Comment on affiche cette volonté de voir un référentiel qui intègre totalement cette démarche-là RSE éthique. Assez rapidement, on en est venu à la conclusion que il était bon d'en faire un principe. Vous le savez, le référentiel, quand vous lisez le référentiel du don en confiance, on commence par voir qu'il y a 4 principes qui concernent la transparence, le respect du donateur, la gestion rigoureuse, etc. Et donc, là, assez rapidement, on s'est dit, il faut en faire un principe. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, le fait d'intégrer une démarche RSE éthique est aussi important, est aussi un principe fondateur que intégrer une démarche de transparence, une prise en compte du donateur à chaque fois qu'on fait un acte de gestion, etc. Intégrer le fait que l'éthique et la RSE font partie intégrante de ce référentiel et de, je veux dire, soit le guide du comportement de ceux qui adhèrent au référentiel don en confiance. Donc, concrètement, enfin, nous allons le lire ensemble, mais ce qu'on dit dans ce 5e principe, l'organisation mène ses missions et interagit avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a défini tout à l'heure les parties prenantes dans le respect d'un cadre éthique et d'engagement en matière de ce qu'elle aura défini. Donc, ce principe
intègre totalement la démarche éthique RSE, mais chaque association demeure maître de son destin. C'est-à-dire que nous ne définissons pas là des normes de bon comportement en matière de RSE éthique. On incite l'ensemble des organisations qui adhèrent au référentiel du don en confiance à se doter d'outils, de bonnes pratiques en matière d'éthique et de RSE, mais à ce stade, il n'y a pas de fixation de normes, en quelque sorte, à atteindre pour ces sujets-là. Alors ça, c'est la raison de fond, c'est-à-dire que on a voulu clairement marquer que le référentiel du don en confiance intégrait cet aspect-là touchant à la RSE et l'éthique. Bon, il y avait aussi, il ne faut pas se le dissimuler, aussi une question pratique. C'est-à-dire que dès lors qu'on avait la volonté de faire en sorte que l'ensemble du référentiel prenne en compte cet aspect-là, ne pas en faire un principe nous aurait conduit quasiment à chaque exigence à rappeler que, bien entendu, pour cette exigence-là, la prise en compte de la démarche éthique RSE était absolument nécessaire. Donc, ça aurait alourdi inconsidérément le référentiel, ne l'aurait pas rendu davantage lisible, et donc ça conduit aussi à côté des raisons de fond, des raisons pratiques ont conduit à faire en sorte qu'on affiche d'emblée, juste avant le texte même du référentiel, ce 5e principe qui fait que la mise en œuvre d'une démarche RSE éthique fait partie de la démarche globale portée par le référentiel du don en confiance. On tourne la page, voilà. Alors, le fait que l'on affiche ce principe-là, ce 5e principe, ne nous a pas conduit à éviter toute modification de la rédaction dans le reste du référentiel, notamment parce qu'il y a eu le souci d'insister sur quelques aspects qui sont tout à fait marquants et essentiels dans une démarche RSE éthique. Je prends l'exemple de la gouvernance. Vous pouvez regarder tout ce qui a été écrit sur ces sujets-là en matière de RSE et d'éthique dans les entreprises, enfin partout au niveau international, etc. Ce qui est primordial pour la mise en œuvre d'une telle démarche, c'est que la gouvernance s'empare du sujet et qu'elle soit l'incitatrice en quelque sorte, mais le moteur de l'action dans ce domaine. Donc, cet aspect-là, nous avions l'intention de le traduire concrètement dans le texte du référentiel. Donc, je n'ai pas repris là tout ce qui a été modifié dans le référentiel, mais il y a 2 aspects qui me paraît utile de préciser. Sur la composition du conseil d'administration. Là, nous citons cette incitation à avoir une représentation équilibrée. Alors, ça ne veut pas dire autant d'hommes que de femmes, mais ça veut dire une représentation équilibrée. Ça veut dire que l'on tient compte d'un certain nombre de critères, notamment ceux de la diversité. Et les critères de la diversité, je crois qu'ils sont au nombre de 17. Donc voilà. Ça veut dire que lorsqu'on compose un conseil d'administration, on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas monocolore, qu'il reflète justement la diversité de la société, la diversité de la population, la diversité des adhérents à une association.
sans que l'on fixe nous-mêmes, au sein du référentiel ou ailleurs, des critères mathématiques, chiffrés, etc., pour que, enfin, je veux dire, c'est pas un tiers de femmes, un tiers de personnes originaires un tiers de personnes retraitées, enfin, etc. Il est hors de question de ça. Bon. Ce que l'on incite à faire, c'est à épouser une démarche pour aboutir à un conseil d'administration aussi diversifié que possible. Le deuxième point sur lequel nous avons insisté et qui a conduit à modifier un peu le référentiel, c'est sur le rôle, ce que j'évoquais tout à l'heure, le rôle du conseil d'administration. Il doit avoir un rôle éminent dans la mise en œuvre d'une telle démarche. Donc c'est à lui, conseil d'administration, de définir le cadre éthique, c'est à lui de définir une stratégie RSE, et c'est à lui aussi d'évaluer la réalisation des objectifs RSE. Parce qu'une bonne démarche RSE, c'est au départ, je fais un état des lieux, je regarde où j'en suis, je définis par rapport à l'état des lieux que j'ai pu observer un plan d'action, et ensuite je mets en œuvre les actions sur lesquelles je me suis arrêté en définissant des priorités, et j'évalue les résultats au bout d'un certain temps. Et donc, tout ceci, c'est le rôle du conseil d'administration, et c'est ce que nous avons voulu souligner en modifiant le référentiel sur ces aspects-là. On tourne la page. Vous m'entendez? Oui. Ouais, je fais juste une petite parenthèse. Je ne vois pas les mains levées, etc. Mais je reprécise que les questions, on les garde juste pour la fin, pour pas trop interrompre la présentation. Donc, je crois que s'il y a des mains levées, etc., on note juste les questions pour un second temps. Voilà. Oui, j'allais dire, si vous voulez les mettre en commentaire, parce que des fois, c'est en cours de... Quand on rebondit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra aussi faire comme ça, des croisements de questions. Mais effectivement, on a un temps après. D'ailleurs, je ne sais pas si Jean-Louis, ça te va pour qu'on garde au moins un quart d'heure de questions-réponses. Oui. On va peut-être aller, même moi, sur les prochaines slides un peu plus vite, pour qu'on puisse... on se dit qu'à 15, comme ça, on peut garder des questions-réponses, à part si des personnes ont plus de temps, mais... Pas de problème. On pourra après donc, les autres modifications du référentiel qu'on vient de souligner concernent aussi le domaine de la gestion. Donc, ce sont des précisions, ça vient en renfort du principe qu'on a affiché initialement. La cartographie des risques, eh bien, elle intègre, on écrit noir sur blanc qu'elle intègre les risques en matière d'éthique et de RSE. On écrit également une obligation de respect du cadre éthique et des objectifs RSE que l'organisation s'est fixé. Au départ, elle s'est donné un certain nombre d'objectifs, elle a pris un certain nombre d'engagements. On écrit en ce qui concerne la gestion qu'elle est tenue de respecter ce sur quoi elle s'est engagée. Et enfin, on apporte une précision sur les dons et les legs qui peuvent être refusés s'ils ne respectent pas justement les choix qu'a fait l'organisation en matière de dons et de legs. Je prends un exemple concret. Une organisation qui a pour objet principal la défense de l'environnement peut ne pas être tellement encline à recevoir du mécénat de la part d'entreprises pétrolières, par exemple. Donc là, ce qui est attendu, c'est de la clarté sur justement les choix qui sont faits en matière de dons et legs. Enfin, dans le domaine de la communication, il faut le faire savoir. C'est-à-dire que l'organisation met en œuvre toute une démarche en matière de RSE et d'éthique. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est fondamental, et elle doit communiquer sur ce sujet-là.
et communiquer également sur les résultats qu'elle obtient, sur les évolutions qu'elle a pilotées pour justement aller vers une prise en compte des aspects RSE éthiques plus pertinente. Voilà. Alors, donc, le référentiel modifié tel qu'il a été modifié suite au chantier est valide. Je veux dire, il a été validé de façon définitive par le conseil d'administration du Levant Confiance. Alors, quelle est la suite maintenant? Tout ça s'inscrit dans la démarche d'accompagnement des organisations que l'on veut promouvoir au sein du Levant Confiance. Alors, il y a deux supports qui sont envisagés, enfin plus qu'envisagés, pour soutenir, aider les contrôleurs dans cette démarche. Il y a un guide en cours de finalisation. Il est quasiment rédigé dans sa version, on va dire, presque définitive. Après, il va y avoir un petit délai de validation et puis de mise en forme. Mais tout ça avance très sérieusement. Et puis, il y aura parallèlement une évolution du guide du contrôle. Donc ça, c'est une chose qui reste à faire, mais ceci devrait intervenir dans des délais qui devraient être raisonnables. Et donc, les contrôleurs pourront s'appuyer sur ces deux outils-là, notamment pour essayer d'accompagner les organisations dans une démarche RSE éthique. Voilà. Voilà, on arrive au moment des questions et des retours. Je quitte la présentation pour pouvoir vous revoir. Donc j'arrête le partage de mon écran. Voilà. Nous avons déjà 3 questions du coup dans le chat. Peut-être qu'effectivement on a le temps quand même de prendre chacune des questions parce que c'est différent. Chaque question a des différences. Puis on était bien conscient que vous aviez sûrement des questions aussi même d'organisation, peut-être sur à partir de quand cela va être mis en place, en quel délai, etc. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que vous aurez peut-être aussi d'autres précisions par l'équipe du Levant Confiance. Donc peut-être la première question qui était justement de Landou. Pascal, bah oui, parce que je me disais, du coup, on n'avait pas le prénom. C'est vrai qu'on a, par exemple, dans le 4e principe, le mot probité, et là, on rajoute finalement dans le 5e principe la question d'éthique. Est-ce que finalement, c'est différent ou pas? En fait, nous, on s'est dit que finalement, ce 5e principe allait forcément être assez systémique aussi, et donc faire des échos, en fait, avec déjà des choses qui existaient avant, même sur les sujets de transparence, sur les sujets de... Enfin bref, il y a déjà, en fait, finalement, le référentiel du Levant Confiance était déjà très engagé d'un point de vue RSE. Et donc, c'est pour ça que, voilà, vous allez sûrement retrouver des choses différentes. Mais peut-être, Jean-Louis, justement, sur la partie juridique, est-ce que, voilà, comment, pour que ce soit compréhensible pour les organisations, le fait de dire probité dans le 4e principe et éthique dans le 5e? Oui. Alors, je pense que on peut... Je pense que le terme éthique englobe quelque chose de bien plus large que la probité. Je vais essayer de prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais concret. Imaginons que nous sommes avec des organisations qui gèrent des établissements qui accueillent des personnes vulnérables, soit qu'elles sont malades, soit qu'elles étaient à la rue, soit qu'il s'agisse d'enfants soit placés, soit orphelins, etc. L'un des risques dans ces établissements-là, c'est la maltraitance. On voit bien que probité et maltraitance, c'est pas le même sujet. En revanche,
il y a un aspect éthique, on va dire, à ne pas maltraiter des personnes vulnérables. Je fais très simple, très court, mais voilà, il y a un aspect éthique dans le fait d'éviter de maltraiter des personnes vulnérables. Donc, c'est cet aspect-là que nous voulons intégrer. Alors, évidemment, sur l'exemple que j'ai pris, il y a la loi, même la loi pénale, qui apporte une réponse. Mais justement, dans cet exemple-là, ce que nous voulons éviter, c'est que la loi pénale trouve à s'appliquer, et donc inviter les organisations qui sont concernées à mettre des choses en place pour que la loi pénale ne trouve jamais à s'appliquer. Et donc ça veut dire que dans ce cas précis, il faut sensibiliser les personnels des établissements en question, il faut les former pour un certain nombre d'entre eux, et puis il faut mettre en place des dispositifs d'alerte s'il y a des difficultés qui apparaissent. Donc voilà un petit peu pourquoi on a voulu utiliser le terme éthique dans un sens aussi large que possible pour embrasser le plus possible de situations. Merci Jean-Louis pour cette précision. Je vais dans la suite de l'ordre des questions du coup. Ensuite, il y a aussi la question donc, de Benoît qui demande si le moteur de l'activité de l'association ou sa raison d'être de toute manière est déjà éthique, puisque c'est vrai qu'en tant qu'organisation d'intérêt général, normalement, je pense que c'est une valeur et c'est, voilà, comme ça a été écrit, un moteur pour toutes les personnes qui y travaillent. Qu'est-ce que ça change, en fait, ce nouveau principe? C'est vrai que c'est souvent, je pense, une question qu'on peut nous poser. Moi, souvent, ce que je dis aussi, c'est, bon, voilà, j'ai un peu cette maxime que la fin, souvent, ne justifie pas les moyens, mais au contraire, que ça demande, du coup, de créer de la cohérence entre la fin et les moyens. Et souvent, c'est vrai que quand on a une fin comme ça, avec une vocation sociale et éthique, en fait, il faut mettre en place des moyens qui le soient tout autant. On sait que c'est très difficile parfois, malheureusement, parce qu'il y a des complexités, évidemment. Déjà, si c'est une organisation de taille internationale, etc., il y a plein de choses qui diffèrent d'une organisation à une autre. Donc, c'est vrai que là, le principe aussi de RSE et d'éthique, pour moi en tout cas, c'est le fait que les associations puissent regarder aussi leur fonctionnement, c'est-à-dire parce qu'elles ont justement cette raison d'être qui est d'avoir une démarche éthique et responsable, comment elles le font en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est une réflexivité qui en plus apporte pour tout le monde, puisque des fois en fait, on peut avoir tellement, on est tellement concentré finalement sur nos publics, sur la cause. C'est, je trouve aussi un exercice souvent salvateur en quelque sorte de regarder aussi comment on le fait, donc c'est-à-dire avec les salariés, avec les bénévoles, avec nos prestataires, avec nos partenaires pour voir si c'est cohérent. Je ne sais pas si Jean-Louis ou Annelise, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça. Moi, je viens ajouter un mot, c'est-à-dire, oui, incontestablement, effectivement, et c'était la raison pour laquelle il y a pu y avoir au début de nos travaux des hésitations de la part des organisations, c'est-à-dire, mais on est déjà, je veux dire, largement impliqué dans le domaine éthique, alors quid, pourquoi avancer encore? Mais on va prendre là encore un exemple sur l'aspect environnemental. Sur l'aspect environnemental, est-ce parce que je défends une noble cause, que je m'occupe de personnes en difficulté, enfin, etc. Est-ce que pour autant, je suis complètement vertueux dans la protection de l'environnement? J'essaie de faire très très simple là. Peut-être pas, c'est-à-dire peut-être que j'utilise des véhicules qui sont hyper polluants, peut-être que les bâtiments dans lesquels je suis aujourd'hui sont très énergivores, peut-être, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, sans doute, les missions sociales que j'exécute sont, au regard de l'éthique, etc., tout à fait louables et ne posent aucun problème. Mais dans l'ensemble du paquet RSE, sur l'aspect environnemental, sans doute ai-je une démarche complémentaire à effectuer pour justement continuer à aller vers la durabilité, le développement durable, enfin, etc.
De toute façon, il a aussi été très vite constaté que les organisations étaient certaines déjà très engagées, d'autres beaucoup moins, la question des moyens, etc. Mais il y a aussi l'idée de formaliser aussi ces démarches et puis de progrès, comme le dit Jean-Louis, si on a déjà engagé une démarche, en tout cas de pouvoir aussi l'évaluer et en rendre compte et communiquer aussi aux donateurs. Enfin, il y a tout l'ensemble de l'activité RSE qui est aussi beaucoup de transparence quant à ces activités-là. Je peux Ensuite, intervenir? J'avais posé la oui, il y a question. un Oui, rebond peut-être à ce propos. Oui, oui, pardon. non, non, c'est Benoît. C'est Ah, Benoît. pardon. Là, c'est moi qui avais posé cette Ah, question. Benoît, oui. Il se trouve que je m'occupe d'une association humanitaire internationale. Est-ce qu'ils doivent, ils se sont vraiment posé la question, empreinte carbone, billet d'avion. Qu'est-ce que je fais? Et ils ont décidé de passer outre et de continuer, sinon ils arrêtaient leur mission. Moi, je vais aller leur demander qu'ils donnent leur empreinte carbone qui n'est pas bonne, mais ils n'ont pas le Non, choix, ou alors ils arrêtent. Comment c'est vous pour voyez ça, ce genre ça de dilemme dépend. qui les a vraiment, vraiment perturbés ces dernières années? Oui, c'est pour Mais ça, ça dépend des statuts. Hein. On est conscient que c'est forcément aussi au cas par cas. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est une réflexion globale aussi en fonction des tailles des organisations, parce que certains ont peu de moyens aussi pour parfois mettre en place ce genre de démarche, et on en est bien conscient. Peut-être, Annelise, tu voudrais dire sur le don en confiance, la position justement. Oui, oui, mais c'est bien aussi, c'est ce qu'on avait mis aussi en introduction, c'est pour ça qu'on on définit pas nous-mêmes les objectifs. On ne peut pas de toute façon normer et on ne peut pas imposer ça aux organisations. Donc c'est absolument pas le propos. Le propos, c'est plutôt de montrer que peut-être sur d'autres aspects de l'activité, qui soient environnementaux, sociaux, etc., qu'il y ait une réflexion qui soit entamée et qui soit formalisée. Et le don en confiance ne vient pas évaluer l'ambition même de ces objectifs. Elle vient, enfin, Jean-Louis, je te laisse me couper si je me trompe, mais elle vient évaluer la méthodo derrière la réflexion. Elle va pas dire ces objectifs sont atteints, ces objectifs sont trop ambitieux ou trop peu ambitieux. Voilà, c'est. Mais dans le cas qui occupe, là, moi j'ai un cas similaire dans une des associations que je contrôle. Ils ont fait un bilan carbone et ils se sont aperçus que c'est beaucoup plus dans le stockage numérique Mm. qu'ils étaient fautifs, en gardant des vidéos qui finalement n'étaient plus tout à fait d'actualité. Et en fait, je trouve que comme vous venez de le dire tous, c'est la démarche qui est intéressante. Donc Oui. si le bilan carbone fait faire un progrès, je pense que ils sont tout à fait dans leur déclaration, ils ont raison de se déclarer soucieux de RSE. Voilà, tout à fait. Est-ce que ça Bien, répond justement, Florence posait aussi la question, parce que c'est vrai que Ah c'est des oui. cas concrets comme ça, sur le fait, est-ce que les contrôleurs ont aussi besoin de vérifier que les donateurs sont eux-mêmes éthiques? Ça va être plutôt un danger de communication. J'imagine, je ne sais plus, France 3 ou je ne sais pas, dans le genre, on peut se faire épingler bêtement par une proximité avec quelqu'un qui est soi-même honteusement en contradiction avec lui-même. Et moi, j'ai le cas, là, je pose la question parce que j'ai le cas d'une des associations que je contrôle qui a créé une association d'amis aux États-Unis pour collecter des fonds. Et puis, cette association, elle va faire un don unique. Et, et donc, je me pose la question de la responsabilité qu'on a. Déjà, alors sur le plan juridique, je pense que là, ça doit être facilement juridique, fiscal, etc. Ça doit être faisable. Mais sur le plan éthique, je me pose des questions. Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même des mœurs aux États-Unis qui ne sont pas tout à fait les mêmes que nous. Euh, ouais. Alors, là, on ouvre des hypothèses, parce Ouais. que, mais je n'ai pas de réponse comme ça toute faite au cas de figure qui me semble être celui qui est décrit là. Mais est intégré dans cette réflexion-là
par exemple, toute la problématique de l'origine des fonds qui sont donnés. Et effectivement, pour les organisations, elles peuvent se trouver dans des situations où il peut y avoir des interrogations sur l'origine des fonds. Bon, pour beaucoup de donateurs installés en France, enfin, etc., c'est pas de problème. Mais quand les fonds commencent à venir de l'étranger, via des canaux qui ne sont pas obligatoirement bien maîtrisés, bien connus par l'organisation bénéficiaire, là, justement, la démarche RSE éthique commande, en quelque sorte, de se poser la question. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est vraiment de l'analyse de risque. Hein. D'où vient cet argent? Qui sont facialement les organisations, enfin, ou les structures qui me donnent cet argent? Pourquoi me donnent-elles cet argent alors qu'elles sont installées aux États-Unis, aux îles Caïmans ou à Monaco? Enfin, vous voyez. Donc, voilà, enfin, c'est toute une série de questions pour se dire, est-ce que là, si j'accepte cette grosse somme d'argent, parce que ça peut arriver, est-ce que je suis en risque? Est-ce que je participe à une opération de blanchiment, pour dire un gros mot? Ou est-ce que je fais du recel de je ne sais quoi? Voilà. Mais ça fait partie de la démarche, hein, justement, que nous préconisons, hein, que nous pouvons préconiser dans le cadre d'une démarche RSE éthique. Je reboucle, je vois que je regarde un petit peu dans le chat les messages. Je crois que William a dû partir, donc on pourra lui faire une réponse à côté. Benoît, non, il n'est pas question de publier le bilan carbone, ça n'est pas dans les exigences du don en confiance. J'en profite qu'on ait Rachel avec nous aussi pour. J'entends une petite. Non. Il y avait une question où je m'étais dit qu'on pouvait poser à Rachel. C'était oui sur est-il prévu de vérifier que le don en confiance est aligné avec ce 5e principe? Est-ce que Rachel, tu souhaites répondre? Bonjour. Jean-Philippe, le don en confiance, par définition, n'est pas... Enfin, il y a un bon nombre de principes d'exigences qui ne sont pas applicables au don en confiance puisque nous ne collectons pas. Donc, nous ne sommes pas notre propre cible. Néanmoins, on essaye d'être exemplaire quand il y a des exigences qui sont applicables. C'est ce qu'on fait, par exemple, sur la gouvernance avec les mandats renouvelables de 3 ans, renouvelables une seule fois. Pour la RSE, bon, on est une toute petite structure, hein, comme tu le sais, et on ne va pas monter une équipe RSE. En revanche, on essaye dans chaque prise de décision de prendre, de choisir l'arbitrage qui nous permet d'être le plus éthique et le plus en ligne avec nos principes. J'espère que ça répond à ta question, Jean-Philippe. On l'a fait, par exemple, typiquement, on l'a fait sur notre déménagement l'année dernière. On a déménagé en vélo cargo. Enfin, c'est pas nous qui avons conduit les vélos cargo, mais on a eu recours à une entreprise qui faisait les déménagements en vélo cargo. En réinsertion. Et qui fait de la réinsertion. Donc, on essaye dans chacun de nos choix d'être guidé par ce principe. Le choix du bâtiment? Le choix du bâtiment, tout à fait, qui est éco-responsable. Le choix, enfin voilà, on essaye de l'appliquer. On a essayé de le faire aussi. La table de réunion, notre belle salle de réunion, notre table, elle est produite localement et en éco-sourcée. Voilà, on essaye de l'appliquer à chaque décision, dans la mesure du possible. Ça n'avait rien de... Comment dire, il n'y avait pas d'intention particulière. Je pense qu'il y a des domaines, par exemple RGPD, où on a besoin d'un regard extérieur. Et donc, c'était plus à des fins pédagogiques et pas en termes d'autocritique à la soviétique. Hein. Non,
mais je trouve que c'est intéressant de. Non, non, tu m'as donné l'occasion de donner ces quelques exemples concrets. Et je pense que c'est intéressant de le savoir. Moi, ça m'avait beaucoup amusé quand Annelise a proposé le déménagement en vélo cargo. Et c'était une excellente idée. Donc, voilà, merci de m'avoir donné l'occasion de rappeler ces quelques petites anecdotes dans la vie du dos en confiance. Merci Rachel. Et peut-être justement, parce que je vois qu'il est 14h30, juste 2 questions qui sont dans le chat, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui vont devoir nous quitter, qui étaient justement de quels sont les délais de mise en application, parce qu'évidemment, vous avez besoin de cette information-là et de savoir comment ça va se mettre en place. Et il y avait la question aussi, est-ce que réellement on peut refuser du coup à une association, à une organisation, la reconnaissance en confiance du fait que peut-être elle n'ait pas de démarche RSE et éthique. Donc, c'est peut-être juste pour moi la question, on va dire, un peu aussi clé avec les délais. Puis peut-être qu'après, on pourra prendre ceux qui peuvent garder quelques minutes de plus. Les questions de Jacqueline et de Laurence. Et puis Manuela avait levé la main, mais elle l'a retirée. Donc, peut-être n'a plus une question. C'est lié peut-être à ces 2 questions-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est la question des délais, la question de conséquences, on va dire. Alors, pour la question des délais, je pense que ceux qui sont plus anciens que moi et qui ont déjà vu comment se déroule et se cadence le déploiement, la mise en application de nouvelles exigences, voilà, ils le savent mieux que moi parce qu'ils l'ont déjà vécu. Évidemment, le référentiel, enfin, on ne va pas demander aux organisations, on ne va pas demander aux contrôleurs qui ont un rapport triennal en cours, par exemple, de s'assurer qu'une démarche RSE et éthique est mise en œuvre dans l'organisation qu'ils contrôlent. On va se laisser le temps, on va laisser le temps aux organisations de s'approprier cette exigence. Le tout, c'est de s'assurer que l'information passe bien sur l'apparition de sur l'ajout de ces nouvelles exigences et de ce nouveau principe, et d'accompagner ça sur la durée, que dans le prochain triennal, on est l'amorce d'une réflexion. Si le triennal n'est pas à rendre dans les 3 ou les 6 mois, évidemment, voilà, que quelque part, il soit au moins dit, écrit que. Enfin, j'en ai un exemple, mais que la réflexion est prise en compte par le CA, qu'elle sera peut-être intégrée dans le cadre d'une réflexion d'un prochain projet stratégique, enfin qu'on comprenne, qu'on voit qu'il y a un début de prise de conscience et de réflexion pour la mise en œuvre, parce qu'évidemment, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc, je pense que l'objectif, c'est ça, c'est de se dire que pour les triennaux à partir de 2027, parce qu'on est déjà en 2026, le temps que ce soit publié et qu'il y ait que ce soit intégré par les organisations, donc on est déjà en 2026, donc se dire que pour les triennaux de 2027, qu'on puisse constater que l'évolution est intégrée et que des efforts vont être mis dans ce sens. Et est-ce qu'on peut refuser la reconnaissance dans confiance comment a été formulée la question? S'il n'existe pas de démarche, attends, on va retrouver la question. Bah, encore une fois, c'est une question de... Est-ce que l'évaluation RSE éthique d'une association peut amener un refus de la certification? Je pense qu'à partir du moment déjà où il y a une évaluation qui est mise en place, c'est déjà un signal positif. Après, ça sera au contrôleur et au commissaire d'arbitrer. Si, je ne sais pas s'il y a une évaluation et que cette évaluation permet d'établir qu'année après année, il y a plusieurs indicateurs qui se dégradent, etc., et qu'il n'y a aucun effort qui est fait pour y remédier, peut-être qu'il y aura des lignes dans le rapport à ce sujet. Mais je ne suis pas si je peux me permettre, il y a 2 situations différentes. Il y a la question des organisations qui sont en cours d'instruction et pour lesquelles, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va leur refuser l'agrément d'entrer au don en confiance s'ils ne respectent pas les nouveaux objectifs que l'on s'est fixés. La réponse est probablement non pour les organisations en cours d'instruction, mais celles qui vont arriver, on pourra leur demander de respecter l'ensemble ou de nous dire où ils en sont du respect de l'ensemble des dispositions du référentiel en ce qui concerne, y compris les nouvelles. En ce qui concerne les organisations qui sont déjà là,
nous avons un système qui est de toute façon relativement flexible et qui fait, quand il y a des organisations qui ne respectent pas aujourd'hui la totalité des exigences du référentiel qui sont là depuis plus ou moins longtemps et qui font l'objet de demandes ou d'invitations avec des conséquences qui se déroulent dans le temps. Donc il n'y a pas, à mon avis, d'inquiétude à avoir, ni dans un cas, ni dans l'autre. Rachel, c'est le Rachel ton. Ouais. La question était plus précise que ça parce que Françoise demandait si l'évaluation d'une association pouvait amener un refus. C'est pas l'évaluation, les résultats de l'évaluation, je pense que ils pourront pas amener de refus parce qu'on est sur une voie d'amélioration continue et de progrès et Oui, oui. d'accompagnement du progrès. Donc pas les résultats en tant que tels, j'espère. Oui. Laurence, tu as levé la main. Oui, oui, mais le temps passe, donc en fait, j'attends avec impatience et grande curiosité vos livrets. Moi, c'était juste l'expérience que j'ai eue pour accompagner des entreprises au sein de groupes Publicis sur la voie RSE. Et je pense qu'effectivement, parfois, il faut veiller à ce que leur enthousiasme sur le sujet ne les amène pas à des engagements trop ambitieux, parce que c'est les exposer à des déconvenus, ce qu'on appelle un peu du greenwashing. Et je pense que ça, c'est un conseil qui est de dire fixer ses objectifs, être très raisonnable pour pas s'exposer et se dire on se fixe pas trop de choses qui soient pas mesurables, parce que sinon ça peut être un retour de bâton. Très bien. Merci pour ce retour d'expérience. Oui, Jacqueline, je vois que tu as la main levée aussi. Je t'en prie. Oui. Ah non, tu viens de couper ton micro, Jacqueline, t'es activée. Non, t'entends pas. Toujours pas. Non, toujours pas. Non. Si tu veux, Jacqueline, mettre peut-être la question en commentaire, parce que le micro, pour l'instant, est coupé. Et on n'a pas la main, nous, sur la visio pour ouvrir le micro des participants. On te laisse écrire, Jacqueline? Je passe du coup. Oui. Ouais, je passe la main à Manuela, du coup, vu que tu as relevé la main. J'ai levé la main, baissé la main et relevé la main. Pourquoi? Parce que Jean-Louis a évoqué un des sujets pour lequel j'avais levé la main, qui est sur l'origine des dons, qui me paraît un sujet important. Et puis, pour réagir à ce qu'a dit Laurence, c'est vrai que je pense que dans notre approche, il faudra qu'on se concentre sur des sujets qu'on juge majeurs et qui peuvent être vraiment préjudiciables pour les organisations si elles ne respectaient pas les grands principes RSE. Il y a des sujets qui sont moins importants qui sont peut-être moins importants que d'autres pour une organisation, compte tenu de ses missions. Et je pense qu'il faut rester raisonnable et mesuré pour se concentrer sur les grands sujets. Merci Manuela. Jacqueline, je te redonne. Alors, je vais tenter. J'ai été déconnectée, Ouais, vous m'entendez? Bon. Oui, on t'entend. Bon, il y a un écho, mais vous m'entendez. Alors, mon point était quand même d'insister sur ce que William a dit, l'importance du terme RSE, ESG, etc., et RSO, parce qu'il faut faire attention que cette démarche nouvelle ne soit pas datée, puisqu'on ne parle plus de RSE dans le domaine marchand. Donc, peut-être qu'il faut qu'on ait une communication plus claire. Voilà, ça a été l'objet de débat. Hein. Si je puis me permettre, oui, là encore, ESG, c'est un terme qui s'applique initialement aux investisseurs. RSE, ça s'applique essentiellement aux entreprises. Ça veut dire que les entreprises ont une responsabilité.
C'est-à-dire qu'elles peuvent causer un préjudice, soit à des gens qui sont identifiés aujourd'hui, soit à des gens qui ne sont pas identifiés. Et ça entraîne ces responsabilités entraînent une sanction qui est soit une sanction juridique, soit une sanction non juridique sur la question, enfin sur les aspects réputationnels et éventuellement financiers, parce que les gens s'en éloignent, les consommateurs ou les investisseurs s'en éloignent. La ESG, c'est un terme qui a été créé pour les investisseurs en disant on les a obligés de certaines façons, ou ils se sont obligés eux-mêmes à prendre en compte dans leur évaluation des investissements qu'ils font, des choix d'investissement qu'ils font, les notions de environnement social, c'est-à-dire en français, en réalité c'est mal traduit, il faut dire sociétal, et gouvernance. Le dernier étant le plus gazeux des trois d'ailleurs, parce que c'est moins clair de savoir ce que l'on attend. Mais les deux termes ne sont pas nécessairement, ESG n'a pas remplacé à proprement parler la RSE. Ce qui est vrai, c'est que dans la littérature juridique récente, notamment européenne, on emploie de plus en plus le terme durabilité, parce que ça veut dire qu'on regarde le long terme par opposition au court terme, et le terme durabilité est plus attrayant pour les entreprises parce que ça les amène à penser à leur propre pérennité et pas uniquement à une notion charitable à l'égard de la société au sens large. Donc, à mon avis, il n'y a pas véritablement on n'est pas ringard si on parle de RSE. Hein. Non, je suis d'accord, mais la question, mais une clarification sera importante auprès des associations. Oui, on est conscient que même les associations, certains pourront dire pourquoi vous avez utilisé RSE, qui est quand même initialement plutôt dans le monde à but lucratif, puisque le E est souvent associé aux entreprises. Mais c'est pour ça qu'on a bien dit justement que dans le chantier, il faut bien l'entendre comme responsabilité sociale, sociétale et environnementale en fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une question de définition et c'est vrai que même pour les organisations, ça sera le sujet parce que peut-être qu'on aurait l'impression de parler de la même chose et en fait, finalement, on ne parle pas de la même chose. Donc c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'on a commencé notre chantier avec Jean-Louis et Anne-Lise sur ce sujet, sur les définitions. Et Pascal a beaucoup travaillé avec Jean-Louis sur justement la note pour pouvoir faire l'état des lieux. Et c'est vrai qu'il y a déjà une question, même pour l'ensemble d'ailleurs des acteurs dans ce sujet, enfin dans ce secteur, de définition, parce qu'en fait, on ne parle pas toujours de la même chose. Je vous ai juste mis au cas où ce que dit BPI France sur RSE, ESG. Mais après, voilà, nous, c'est vrai que c'est toujours pareil, il y aura le glossaire et on espère que les personnes pourront peut-être se référer à ça pour faire la distinction. Il n'y a plus de main levée, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on clôture ou… le mot de la fin, Florence. Et puis peut-être après, je ne sais pas si Rachel et Annelise, vous voulez clôturer aussi pour parler des prochaines étapes. Ça me fait penser à la dimension financière, puisqu'effectivement, dans la finance, on parle de SG et on parle de durabilité. J'appuie ce que dit Pascal. C'est vraiment le mot utilisé maintenant parce qu'il est plus vendeur, il est plus consensuel. Mais en ce qui concerne les investissements, est-ce qu'il y a eu une étude pour voir une modification éventuelle de nos attentes en matière d'actifs? Je pense notamment aux actifs crypto, les stablecoins, etc. C'est des problèmes qui vont pouvoir se poser, surtout dans les associations qui travaillent avec l'étranger. Il y a eu une réflexion là-dessus? Parce que là, on est dans le sujet. Hein. On est dans le sujet, dans la dimension… Les placements. Oui. On a inclus les placements dans les exigences. Enfin, il y a une exigence sur les placements qui dit qu'ils doivent être prudents. Et je crois qu'on y a ajouté, sauf erreur de ma part, Jean-Louis, tu me corrigeras, mais on a corrigé cette exigence-là pour ajouter, pour y rajouter une couche de RSE, non?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui sous-tend le regard que l'on peut avoir à travers le référentiel en matière de placement, c'est globalement la prudence. C'est-à-dire que, pour faire très simple, personne n'a envie que l'argent des donateurs aille sur des placements à risque plutôt que sur des missions sociales. Donc les crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui apparaissent plutôt comme des placements à risque, en tous les cas pas comme le premier choix des placements que une organisation bien gérée doit privilégier. Donc voilà, ça fait partie ça fait partie du référentiel et ce que l'on a écrit en matière de RSE éthique vient renforcer ce qui était la rédaction initiale du référentiel. Mais l'article n'a pas changé. L'article, je ne sais plus combien, qui concerne les placements, il n'a pas été modifié. Le mot prudence suffisait à couvrir ces risques. D'accord. Oui. Alors, sur le risque, en fait, les stablecoins, vous prenez un stablecoin en euros et vous avez théoriquement aucun risque, que des risques comme de cyber-risque éventuellement sur la plateforme, mais autrement, en termes financiers, vous ne prenez aucun risque, ça vaut 1 euro. Donc, on pourra rencontrer ces cas-là, notamment en dollars, sur des placements à l'étranger par les associations. Mais enfin bon, je dis ça parce que le monde, moi je suis assez au courant de ces sujets-là, mais pour ma part, je ne suis pas du tout favorable et je trouve que c'est plutôt aventureux, donc je suis dans la ligne de la prudence et je considère que ça serait aventureux d'aller dans ces... Mais comme je vois autour de moi des gens très classiques qui se mettent à s'aventurer là-dedans, je me dis qu'on va y arriver, on va sûrement y arriver. Donc c'est pour ça, pour le moment, on considère que la prudence, ça suffit à définir la ligne directrice du don en confiance. Mais, tout à fait. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas sous les yeux le texte du référentiel tel qu'on l'a modifié. On n'avait pas mis une référence dans le 2.5, je crois. Le 2.5 n'a pas été modifié dans ce cadre-là. Alors peut-être dans le cadre du chantier d'avant sur la gestion financière. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait en introduction et pourquoi on a ajouté un principe. En fait, je vous partage le 2.5 tel qu'il est aujourd'hui. L'organisation pilote sa gestion financière de manière à respecter les engagements pris, notamment envers les donateurs. Les engagements pris, étant donné qu'on a un principe qui régit qui va couvrir tout le référentiel, qui est propre à la RSE et l'éthique. Ce que disait Jean-Louis, c'est pour ça qu'on l'a mis en chapeau et plutôt que de remettre dans chaque règle et chaque exigence, notamment en matière de RSE et d'éthique. D'accord, très bien. Oui. Et Jean-Louis, sauf erreur de ma part, il y a un groupe de travail qui travaille sur les placements. Qui a travaillé sur les placements. Oui, qui a travaillé, oui. Oui, oui. Et il y a un guide qui devrait sortir. Voilà. Prochainement. Je ne sais pas quand. Prochainement. Jean-Michel, une vraiment toute dernière question, parce qu'après j'aimerais juste reboucler avec, j'ai bien vu Jacqueline aussi ta question. Donc Jean-Michel, je t'en prie. Ton micro est coupé par contre. Non, on n'entend pas. On ne t'entend pas, Jean-Michel. Du coup, je le reboucle en attendant que Jean-Michel nous rejoigne. Donc, en effet, il y avait la question de ce webinaire qui est proposé aux organisations la semaine prochaine. Je vous repartage juste après, pour ceux qui veulent, la liste des inscrits. Jean-Michel, je te laisse retester. On ne t'entend toujours pas. Est-ce que tu peux du coup mettre dans la conversation ta question? Et en attendant, je retrouve mes inscrits. Donc pour le 19 septembre, j'ai
J'ai la Société Saint-Vincent de Paul, j'ai FNE, APF France Handicap, Fondation pour le logement des défavorisés, l'Ordre de Malte, la Fondation pour la recherche médicale, Entrepreneurs du Monde, une API, plusieurs antennes, et la chaîne de l'Espoir qui sont inscrits à l'heure actuelle. Si vous voulez les noms, je vous le ferai peut-être plutôt en individuel par mail si vous voulez voir à peu près qui est inscrit. Voilà, Jean-Michel, je voulais rappeler que les articles modifiés sont le 1.3, 1.3.7 et 2.3 et 3.2.3. Voilà, je vous laisserai vous référer au référentiel qui est en ligne sur notre site et sur l'intranet. On va le réimprimer à venir aussi. On va essayer de peut-être faire. On va avoir plein de choses qui vont être publiées prochainement, dont la nouvelle version du référentiel. Donc, on vous les fera parvenir aussi lors de vos prochains passages dans le 20e. Je vous remercie. Est-ce que Héloïse, Jean-Louis, Rachel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne conclue? Ou c'est bon? Moi, c'est bon. Merci pour ce chantier qui était très dynamique. Donc, au plaisir de voir la suite. Moi, pour ma part, je voulais vous remercier, Annelise et Héloïse, d'avoir mené ce chantier. Voilà, vous l'avez rondement bien mené. Et donc, merci beaucoup. Et puis, merci pour votre implication à tous et notamment aux experts qui ont accompagné toutes les étapes. Et oui, bien sûr, merci. Un grand merci à Jean-Louis, Pascal et Marcel qui ont pris la plume pour le guide qui ne saurait tarder. Vraiment, on a encore des petits éléments à y apporter pour qu'il soit parfait et après, on pourra vous le diffuser. Merci à tous. Je coupe l'enregistrement du coup. Je le mets en ligne. J'essaye de le mettre en ligne là dans cet après-midi pour vous envoyer dans la